Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque j'ai reçu il y a quelque temps une liste de questions. Des questions sur la chaîne, mais aussi sur moi, sur mon rapport avec le Japon, et des questions que peut-être vous vous êtes déjà posées, vous aussi, qui suivez la chaîne régulièrement, que vous soyez abonné ou pas. Enfin, c'est mieux si vous l'êtes évidemment, donc si c'est pas encore fait, pensez-y. Bref, alors ceci n'est pas à proprement parler une FAQ. J'en ferai peut-être une un jour, on verra, mais du coup, vous devez vous demander d'où proviennent ces questions. Eh bien, je vais laisser le soin à mon invité de vous éclairer sur ce point parce que oui, il y a une invitée dans cette vidéo, en l'occurrence Marion, qui est professeure de japonais et que vous pouvez retrouver notamment sur Instagram sous le nom de Ishoni, ainsi que sur le site du même nom. Je vous mets bien sûr les liens en description. Et je lui cède la parole. Bonjour Marion. Hop là, coucou à tous. Alors, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Marion, voilà, j'enseigne le japonais depuis maintenant 8 à 10 ans, on va donner une fourchette pour pas trop se fâcher. Et ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai créé Ishoni, qui est une école en ligne de japonais où j'enseigne. Donc voilà, majoritairement à des Français, mais j'ai aussi des Suisses, des Belges, des Canadiens, et des gens d'ailleurs qui sont expatriés au Japon en ce moment et qui apprennent le japonais avec moi. Donc à la base, j'avais pour projet d'interroger des férus du Japon, un peu comme toi en fait, qui ont fait de leur passion pour le pays, pour le Japon, leur métier, leur activité, leur art en fait. Et donc voilà, merci d'avoir accepté. Et une fois que les différents intervenants ont accepté, on a préparé avec mes élèves diverses questions pour chacun et on en est là aujourd'hui. Très bien, et bah, du coup me voici sur le grill, si je puis dire, prêt à répondre aux questions posées par tes élèves, et je vais tâcher donc d'y répondre au mieux. Allons-y, première question. Pour commencer, racontez-nous un peu votre parcours. Alors avant de répondre, je voudrais apporter une petite précision et qui concerne aussi certains commentaires d'ailleurs. S'il vous plaît, laissez tomber les vouvoiements. Je sais que j'ai déjà un certain âge, pour pas dire un âge certain, enfin ça va, je suis pas encore trop blanchi sous le harnais, mais c'est pas une raison. On est sur YouTube, donc ça reste un réseau social, ça reste voilà, on est entre nous, on est entre passionnés du Japon. Vous embêtez pas avec des vouvoiements, s'il vous plaît. Sérieux, non. On va rester sur des tutoiements. D'ailleurs, pour la suite, je pense que je vais essayer de, quand je vais lire les questions, je vais modifier le vouvoiement en tutoiement, parce que honnêtement, ça me met trop mal à l'aise. Voilà. Alors, mon parcours, je vais quand même pas faire mon CV non plus. Non, ce qui m'a amené à faire des vidéos sur YouTube, bah, c'est simplement la passion de faire des vidéos. C'est une passion que j'ai depuis 30 ans, même plus. Non, pas, ouais, 30 ans, quasiment 30 ans l'année prochaine. Ouais, c'est précis. Et du coup, bah voilà, je n'ai malheureusement jamais pu en faire mon métier. Et aujourd'hui, bon, je me suis dit, bah allez, pourquoi je ne me lancerai pas à mon tour sur YouTube? Il n'y a pas de raison. Est-ce que ça va devenir un métier? Ah, ça, pour l'instant, c'est mal barré, mais bon, mais j'aimerais bien. Clairement, oui, ça serait... Alors là, ce serait le rêve, le top du top. Alors, deuxième question. Comment t'es venue cette passion pour le Japon, puis pour la culture japonaise en général? Ben, je vais faire une réponse qui va pas être très originale, je suis désolé, mais ça m'est venu comme beaucoup de gens de ma génération, à travers les mangas, les animés, notamment, enfin, d'abord les animés, ensuite les mangas, puisque pour nous, ça s'est fait dans cet ordre-là. Dans les années 80-90, bon, en grande partie grâce au Club Dorothée, évidemment. Voilà, bon, bah, c'est le parcours classique, j'ai envie de dire, de beaucoup de gens de ma génération. On a découvert d'abord la pop culture japonaise, et ensuite la culture. Alors, évidemment, la culture, ça s'apprend pas, ça se découvre pas à travers les mangas, mais disons que ça a été une ouverture, ça a été une petite fenêtre ouverte sur le Japon, et pour certains d'entre nous, ça nous a donné le déclic, ça nous a donné l'envie d'aller plus loin que la pop culture et de découvrir autre chose, et donc la culture japonaise en règle générale. Ça m'a donné une ouverture, ça m'a donné un aperçu du Japon de cette époque. Et de là est venu après mon attrait pour la culture japonaise. Et ça s'est renforcé avec l'arrivée d'Internet, évidemment, et les premiers animés des années 2000, comme Lovina, par exemple, qui se passe aussi dans le monde étudiant du Japon de l'époque, et j'étais étudiant à cette époque-là.
Donc ça m'a permis de découvrir des choses et ça m'a donné encore plus envie de me pencher sur la culture japonaise, sur ce pays et de le découvrir. Et c'est ce qui a fini par arriver, heureusement. Voilà, voilà. Allez, question suivante. Pourquoi avoir voulu créer une chaîne YouTube pour parler de tout ça? Ben, la réponse, c'est dans les réponses d'avant, en fait. Ben, par passion. Alors, pour deux passions, comme je l'ai dit au début, le Japon, bien sûr, et la vidéo, tout simplement. Bon, je vais être honnête. À la base, je voulais créer une chaîne YouTube. Point. Peu importe le sujet. Mais évidemment, alors il faut savoir que moi, YouTube, j'ai découvert un peu sur le tard, mis à part le joueur du grenier, que je connais depuis quasiment les débuts, mais enfin que je connais par YouTube interposé, hein, je ne le connais pas personnellement du tout. Hein. Mais en dehors de ça, pendant des années, j'ai quasiment pas regardé YouTube. Et quand j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait pas que ça, qu'il n'y avait pas que des gens qui faisaient les gugus devant la caméra, on va appeler ça comme ça pour être gentil, mais qu'il y avait aussi des chaînes qui faisaient de la vulgarisation, que ce soit scientifique, historique, etc. Là, je me suis dit, ah mais en fait, attends, il y a quand même des trucs intéressants sur YouTube finalement. Mais je ne savais pas qu'on pouvait parler de ça, en fait. J'ai découvert par hasard, et j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à m'y intéresser, puis je me suis dit, mais attends, voir, mais ça, j'aimerais bien faire ça, en fait, moi. Et voilà comment c'est parti, je me suis dit, mais de quoi je pourrais parler? Bah, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, évidemment, qu'est-ce que je connais le mieux? Ah, le Japon. Alors, je ne connaissais pas aussi bien que maintenant, hein, on est d'accord, parce que j'en apprends tous les jours, en faisant les vidéos, tout simplement, hein. En faisant toutes les recherches sur les différents sujets, forcément, j'apprends énormément de choses. Du coup, ça a été très bénéfique pour moi aussi, parce que du coup, j'ai découvert encore plus de choses que ce que je savais déjà à l'époque, et on va dire que c'était pas grand-chose par rapport à maintenant, grâce à ça. Voilà, donc voilà comment ça a démarré. Est-ce que tu as une période de l'histoire japonaise favorite? Une ère, par exemple? Oui, c'est une très bonne question, mais c'est difficile de choisir, en fait. Alors, au départ, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'histoire du Japon, j'aurais sans hésiter répondu la période de Sengoku Jidai, quoi. Clairement. Depuis que je me suis plongé un peu plus dans l'histoire du Japon, même si je découvre au fur et à mesure, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai pas encore tout exploré en détail. Je connais un petit peu les périodes qui suivent Heian, parce que je m'y suis quand même déjà un peu intéressé, et je connais dans les grandes lignes, on va dire. Mais si j'ai une période préférée, maintenant j'hésite avec Heian, oui, clairement. Parce que depuis que je m'y suis plongé pour de bon, parce que c'est quand même là que tout commence en fait. Donc c'est là que les premiers bouleversements arrivent dans l'histoire du Japon. Et franchement, c'était assez impressionnant de voir tout ce qui s'est passé, comment on est passé de cet état donc codifié du régime des codes, tout ça, à une dictature militaire au shogunat des samouraïs, quoi. Donc c'était quand même vachement intéressant. Alors je reste toujours un grand fan du Sengoku Jidai, enfin fan si on peut appeler ça comme ça. Mais Heian, c'est vrai que ça m'a bien impressionné quand même. Et du coup, il y a eu un moment donné où je me suis posé la question moi-même d'ailleurs, est-ce que finalement je préfère pas Heian au Sengoku? Entre les deux, mon cœur balance. Mais je crois que je pourrais mieux répondre à cette question le jour où j'aurais parlé de toutes les périodes et où je me serais vraiment plongé dans chacune d'elles en détail. Allez, suivant. Alors, y a-t-il un fait court et ou peu connu sur l'histoire nippone qui t'a marqué particulièrement? Ou plusieurs si c'est trop difficile de choisir. Non, il y en a un. Il y en a un. Alors, peu connu en Occident, oui, forcément, parce que voilà. Par contre, très connu au Japon, c'est tout simplement l'incident du Honnoji. En clair, c'est la mort de Nobunaga. Parce que ça reste un des plus gros mystères de l'histoire du Japon. Encore aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait sûr de ce qui s'est réellement passé, même si apparemment ça commence à s'affiner de plus en plus. Il y a toujours des recherches en cours là-dessus. On découvre toujours de nouveaux documents et de nouvelles choses qui permettent d'affiner un petit peu le truc. Alors c'est un fait court, hein, parce que ça se déroule en quelques heures, hein, clairement. Mais voilà, ça fait couler, au Japon, ça fait couler pas mal d'encre, chez les historiens en tout cas, parce que voilà, ça reste un mystère. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi? Quelle est la vraie raison qui a poussé Akechi Mitsuhide à trahir Nobunaga? C'est surtout ça le mystère en fait. Et comment ça s'est passé? Parce que, bon, vous savez ce qu'on dit, hein, l'histoire est écrite par les vainqueurs, malheureusement.
Sauf que comme Akechi s'est fait dessouder juste quelques jours après, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, vu que tout a été réécrit par Hideyoshi ensuite. Enfin, Hideyoshi et sa clique, on va dire ça comme ça. Et j'en profite aussi pour dire une petite chose, parce que je vois qu'apparemment, il y a pas mal de questions sur l'histoire du Japon, et je sais que, apparemment, c'est un petit peu la réputation que je commence un peu à avoir, on va dire. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est un peu ce que j'ai dit au début, hein, mais je ne suis pas du tout historien. Attention, je reste youtubeur, je reste vulgarisateur, je préfère ce terme-là d'ailleurs. Donc je m'intéresse, donc je me plonge dans ces choses-là, je mets les mains dans le cambouis, hein, comme on dit. Et ensuite, j'essaye de les restituer de la manière la plus simple possible. Donc voilà, donc je tenais quand même à repréciser ce point, parce que ça me paraît important de bien préciser que voilà, je ne suis pas historien à la base, mais bon, ça m'intéresse, et donc quand je m'intéresse, bah, j'essaye de, peut-être pas d'aller au fond des choses, mais quand même d'approfondir, quoi. Voilà. Et après, je vous le restitue à ma manière. Voilà. Je tenais à ce que ce soit dit. Alors, question suivante. As-tu pu visiter des sites particuliers au Japon? La question se termine là? Bon. C'est un peu vague, parce que des sites particuliers dans quel sens? Historique, géographique, c'est un peu vague. Alors, si on part sur des sites historiques, oui, évidemment, et s'il y en a un qui m'a marqué en particulier, et parce que je voulais absolument le voir, mais bon, c'était peut-être un peu biaisé, parce que comme je venais de faire les vidéos sur Heian, c'est peut-être pour ça surtout que je voulais voir ce site-là, c'est évidemment le détroit de Kanmon, le lieu de la bataille de Dan no Ura. Ouais, ça clairement, c'était un endroit que je tenais absolument à voir. Après, j'en ai vu d'autres, évidemment, le site d'Azuchi, l'emplacement du château de Nobunaga, bien sûr. Ça aussi, je voulais voir, mais bon, c'est que des ruines, hein. Mais c'était des endroits que je voulais voir. Oui, bien sûr, le site de la bataille de Sekigahara, quand même. Ouais, évidemment. Pas passer à côté de ça, quand même. Alors, question suivante. Quelle est ta plus belle visite? Ah ah! Eh ben, c'est pas un lieu historique, figure-toi. Pour une fois, ma plus belle visite, parce que c'était quelque chose que je voulais voir depuis plus de 10 ans, c'était clairement le Mont Asso. Alors là, clairement, pour moi, c'était... J'étais sur mon nuage, là, hein, clairement. Le cratère du Mont Asso, alors je sais, on va dire, bah ouais, enfin bon, c'est juste un cratère de volcan. Bah peut-être, oui, mais ça reste... D'une part, c'est le plus gros volcan du Japon. D'autre part, il est en activité. Il a quand même été en éruption il y a quand même moins de 2 ans, hein. Ouais, puis je voulais absolument faire le survol en hélico, tout ça, donc c'était vraiment... c'était un truc que je voulais faire depuis très très longtemps. Donc pour moi, en fait, il faut savoir que j'ai toujours aimé les volcans depuis que je suis haut comme 3 pommes. Quand j'étais gamin, mais vraiment gamin, j'étais encore au primaire, hein, j'étais biberonné au documentaire de Harun Taziev. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un immense vulcanologue, ou volcanologue, je ne sais jamais comment on dit, et qui est d'ailleurs un des premiers vulgarisateurs, avec Hubert Reeves notamment, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais dans un autre domaine. C'est quelqu'un qui savait vraiment expliquer les choses. Il avait fait toute une série de documentaires, alors pas seulement sur les volcans, mais bon, c'est un volcanologue à la base, donc voilà. Il avait fait toute une série de documentaires qui s'appelait Harun Taziev raconte sa Terre, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Ça racontait vraiment le processus de formation de la Terre, les montagnes, les reliefs, tout ça. Donc moi, ça m'a toujours vraiment passionné, ces choses-là. Et donc, j'ai été vraiment biberonné à ces documentaires-là, qui passaient régulièrement quand j'étais petit. Et puis pour rester sur le Japon, bah, quelques années plus tard, il y a eu une autre série de documentaires qui s'appelait La Planète Miracle, qui est un documentaire franco-japonais pour le coup, et donc et que j'ai dévoré également, je ne sais pas combien de fois à l'époque, pareil, voilà. Et donc tout ça fait que oui, je voulais absolument voir des volcans, mais bon, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, malheureusement, et celui-là, c'est le plus beau que j'ai vu, voilà, clairement. Donc voilà, donc ma plus belle visite, bah, c'est celle-là. En fait, tout simplement. Question suivante. Ah bah.
Quel site japonais rêverais-tu de visiter, à moins que tu aies déjà vu tout ce que tu souhaitais? Alors non, non, j'ai clairement pas vu tout ce que je souhaitais, non, ça c'est sûr. Il me reste plein de choses à voir au Japon, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, quel site je rêverais de visiter? Bah, quelque part, je viens de répondre à la question juste avant, parce que celui que je rêvais vraiment de voir, c'était Asso. Mais il n'y a pas que ça. Celui-là, j'en rêvais vraiment, c'est vrai. Maintenant, un autre lieu que je rêverais de voir, pas seulement de voir, mais où je rêverais d'aller, mais je pense pas que je pourrais y aller un jour, ou alors faudrait vraiment que je suive un entraînement draconien avant, bah, c'est le mont Fuji. Mais quand je dis le mont Fuji, je parle de l'ascension, bien sûr. Hein. Ça, j'aimerais bien, oui. Aller au sommet du mont Fuji, ce serait un rêve. Alors là, clairement, oui. Alors, vous allez me dire, ouais, bah, c'est pas difficile, mais quand on a 20 ans et qu'on est en pleine forme, et ça va. Quand on en a 32 plus, c'est déjà un peu plus compliqué. Là, je peux dire clairement que pendant ce voyage, j'ai énormément marché. J'ai beaucoup monté d'escaliers, de choses comme ça. Et déjà, rien que ça, je l'ai senti passer. Donc le Fuji, non, il faut une condition physique. Il faut une très bonne condition physique pour le faire. Donc il faudrait vraiment que je suive un putain d'entraînement si je veux le faire un jour. Donc ça m'étonnerait. Alors, quelles sont tes histoires les plus terrifiantes ou édifiantes? Alors, je suppose qu'en posant la question, tu devais plutôt penser à des histoires, genre des légendes, des choses comme ça. Mais moi, il y a une autre qui me vient à l'esprit qui est vraiment terrifiante. Et le problème, c'est que le pire, c'est que c'est une histoire vraie. Hélas. Une histoire vraie que j'ai découvert d'ailleurs, dont on m'a parlé pendant que j'étais là-bas, justement, cette année. Et qui du coup est une affaire, puisque c'est une affaire criminelle, malheureusement. Et c'est l'affaire Junko Furuta. S'il y en a qui connaissent, ils vont comprendre tout de suite. Si vous ne connaissez pas, attention, si vous cherchez sur Google, attention, là je mets un gros warning. Il faut avoir vraiment le cœur bien accroché. C'est pour moi le summum de l'horreur. Non, c'est vraiment un truc, c'est insoutenable. Franchement, surtout que ça dure en plus. L'histoire, elle est longue parce qu'il y a tellement de sévices, de tortures et de choses monstrueuses que rien que d'y penser, franchement, ça donne la gerbe, hein, honnêtement. Donc, faites gaffe si vous cherchez ce truc. Voilà, vous êtes prévenus. Donc ouais, l'histoire la plus terrifiante que je connaisse, et pas seulement au Japon, c'est celle-là. Hein. Bon, on passe à la suite parce que... Alors, c'est la suite de la question en fait. Ou au contraire, des histoires qui ne sont pas contées de la bonne manière et qui méritent justice. Là, c'est plus compliqué pour te répondre. Je n'en vois pas qui me viennent à l'esprit. Alors, je repense évidemment à l'incident du Honnoji, mais bon, c'est pas conté de la bonne manière, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire est racontée par les vainqueurs, et du coup... Voilà, mais là c'est de l'histoire avec un grand H, évidemment, c'est pas une histoire, un conte, une légende, ou des choses comme ça. Là, très franchement, non, je vois pas, j'ai pas d'autre idée là, pour le coup. Désolé. Comparé à la France, on a la nette impression que le patrimoine japonais est davantage conservé et ancré dans la culture, tout comme les traditions par rapport à chez nous. Est-ce réellement le cas? Waouh, ça c'est de la question. Bon, alors je rappelle déjà dans un premier temps ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas historien. D'accord? Bon. La question, elle est un peu en deux parties. Alors, j'ai envie de te dire que, est-ce que c'est réellement le cas? Pour les traditions, oui. Pour les traditions, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de souci, je pense que on est tous d'accord là-dessus. Pour ce qui est du patrimoine, alors là, bien conservé, oui et non. C'est un peu compliqué. Alors, je connais pas non plus tout le patrimoine japonais, il faut pas non plus exagérer, mais je peux prendre un exemple pour t'expliquer ce que je veux dire. Les châteaux japonais. La plupart des châteaux japonais ne sont pas des châteaux d'époque.
contrairement à chez nous. Donc, nos châteaux à nous sont restaurés, d'accord, tout ça, mais c'est les châteaux d'époque. Au Japon, non. Au Japon, la plupart des châteaux sont des reconstitutions, sont des bâtiments qui ont été reconstruits, souvent au XXe siècle, justement. Et pourquoi? je vais te le dire dans un instant. Il n'y a que 12 châteaux originaux au Japon. 12 châteaux authentiques qui sont d'époque et qui ont été restaurés comme nos châteaux à nous ici. Il n'y en a que 12. Je ne vais pas te les citer parce que je ne les connais pas par cœur. Moi, j'en ai vu que 6 pour l'instant, j'en ai vu que la moitié. Je peux te citer entre autres Himeji, bien sûr, qui est le plus connu, Matsue, Hikone, Maruoka, Inuyama. C'est ceux que j'ai vus cette année. Il en manque un, ça doit être Matsuyama, si je ne me trompe pas. Voilà, les châteaux, les 6 que je connais en tout cas, et que j'ai vus cette année. Les autres, ce sont des bâtiments reconstruits. Alors pourquoi il en reste que 12? Parce que tout simplement, il y a eu 2 vagues de destruction de châteaux. Une première à la fin du Sengoku Jidai, au début de la période Edo, puisque Tokugawa voulait qu'il ne reste plus qu'un château par province, pour éviter de nouvelles guerres, etc., comme tout ce qu'il y avait eu avant. Et ensuite, nouvelle vague de destruction de châteaux au début de l'ère Meiji. Parce que pour faire table rase du shogunat, donc du passé, du Japon féodal, à la base, l'empereur Meiji voulait presque détruire tous les châteaux, qu'il n'en reste plus un seul. Voilà, c'est dire s'il voulait vraiment faire table rase, dans tous les sens du terme. Heureusement, il y en a quelques-uns qui ont pu être préservés. Alors, il y en avait peut-être plus que 12 à la base, et d'autres ont été détruits par la suite, notamment il y en a au moins un, ça c'est sûr, c'est Hiroshima, qui avait pu être préservé et qui malheureusement s'est fait démolir en une fraction de seconde. Vous savez tous à quelle date, hein. Voilà. Mais sinon, voilà, il y a eu donc ces 2 vagues de destruction de châteaux. Donc le patrimoine préservé, pas trop, quoi. Maintenant, oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. Après coup, au courant du XXe siècle, on s'est dit, zut, c'est quand même dommage. Et du coup, ils ont commencé à en reconstruire plein. Beaucoup sont devenus des musées à l'intérieur, mais l'aspect extérieur, ce qui est bien quand même, au moins, c'est qu'ils ont été reconstruits avec des techniques d'époque et tout ça. Donc, au moins, le squelette des châteaux a été bien respecté. Et parfois, il y a des bâtiments qui ont été reconstruits vraiment à l'identique. Et je pense par exemple au château de Nagoya, que j'ai visité, non pas cette année, mais il y a 5 ans, et où il venait justement d'ouvrir au public un bâtiment, alors pas la tour principale, bien sûr, mais un bâtiment, je ne sais plus, c'était des appartements, des appartements du Seigneur, des choses comme ça, qui venaient d'être reconstruits, et en tout cas récemment, je sais plus à quelle date. Et franchement, visiter ça, c'était génial parce que du coup, c'était un vrai voyage dans le temps. Comme ça a été fait exactement comme à l'époque, avec les mêmes techniques et tout, on rentrait là-dedans, on a l'impression de voir le château tel qu'il était au départ, quoi. Ça, c'était franchement génial. Il y avait même l'odeur du bois encore et tout. Ça m'est resté parce que c'est un souvenir absolument génial. Franchement, c'était top. Donc oui, ils essayent de reconstruire leur patrimoine, en fait. Mais malheureusement, il n'a pas été aussi bien préservé et conservé que chez nous. Voilà. Allez, question suivante. Bon, décidément, on reste dans l'histoire, hein. Alors, quelle est selon toi la période du Japon, par exemple Kamakura, Edo, Sengoku, la plus intéressante à découvrir, étudier et pourquoi? Je vais pas répondre une période en particulier. J'ai envie de te répondre... Alors, une période, oui, mais pas une période au sens où tu l'entends. J'ai envie de te dire, pour moi, aujourd'hui, la période qui est la plus intéressante à découvrir, elle va de Heian, de la fin de Heian, la dernière partie, à la fin du Sengoku Jidai. Donc, en gros, du 12e au 16e siècle. Voire au début 17e. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, pour moi, toutes ces périodes-là, que ce soit Heian, Kamakura, Muromachi, etc., Azuchi, Momoyama et tout ça, ça forme un tout. En fait, c'est tout un enchaînement, toute une suite d'événements
qui vont aboutir déjà premièrement au Sengoku Jidai, et ensuite à l'établissement du shogunat d'Edo. Mais tout part, pour moi en tout cas, c'est mon avis, de la fin de Heian. Tout part de là, et après c'est tout un enchaînement de trucs. Ça forme un tout, ça forme une continuité, à mon sens. Alors je ne me suis pas encore plongé dans les détails de ces différentes périodes, à part les débuts de Kamakura que j'ai un peu découvert à travers la série Kamakura Dono no Jusanin. Mais sinon, de ce que j'en ai lu, de ce que j'ai pu survoler pour l'instant, franchement, oui, pour moi, c'est ce que j'ai hâte de comprendre vraiment, c'est comment on part de la fin donc de Heian, donc de l'établissement du premier shogunat, pour arriver déjà à la guerre d'Onin et au début du Sengoku Jidai. Ça, c'est déjà une première grosse étape. Et entre-temps, il y a quand même trois périodes, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, c'est déjà un gros morceau, parce que ça va quand même de 1180 à 1470. Hein. Donc, c'est quand même, oui, c'est 300 ans, quoi. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Donc, ça, c'est la période pour moi qui est la plus intéressante. Et puis ensuite, il y a le Sengoku Jidai derrière et tout ce qui s'est passé pour en arriver à l'unification du pays. Voilà. Donc, non pas une période, mais plusieurs qui forment un tout. Et c'est ça que j'ai hâte de découvrir et de vous faire découvrir également, parce que je sais qu'il y en a qui attendent la suite. Alors, j'en profite, du coup, pour en parler vite fait. Alors, la période Kamakura, ça va pas arriver tout de suite, je suis désolé. C'est pas que j'ai pas envie, hein, c'est que j'ai beaucoup d'autres sujets à traiter. Et en plus, il y a la série Dokin Japan maintenant qui s'est rajoutée, donc les vidéos du voyage. Donc, et quand je vois le temps que m'a pris Heian, je me dis, il faut vraiment que je me libère du temps pour réussir à bosser correctement sur Kamakura. Ça va venir, j'espère, premier trimestre 2024, j'espère. Sinon, peut-être un petit peu après, mais bon, voilà, je fais au mieux. Voilà. Allez, la suite. Qu'est-ce qui te fascine le plus à travers l'histoire du Japon? Est-ce parce qu'elle est si différente de ce que l'on peut retrouver en Europe? Oui. Question suivante. Non, je déconne. Oui, je trouve qu'elle est assez différente de ce qu'on peut trouver en Europe. Bon, alors c'est vrai que, bon, évidemment, nous, on n'a pas eu de samouraï, tout ça, bien sûr, on n'a pas du tout eu le même cheminement. Faut pas oublier que le Japon est quand même une île, enfin une île, des îles, donc un archipel, un pays insulaire. Donc c'est forcément différent de chez nous parce que parce qu'il n'y a pas eu des invasions, il n'y a pas eu toutes ces choses-là avec des problèmes avec les voisins, même s'il y a eu, bien sûr, il y a eu des escarmouches, on va dire, bien entendu, avec notamment la péninsule coréenne, les invasions mongoles qui vont arriver d'ailleurs pendant la période Kamakura, si je ne me trompe pas, oui, il me semble que c'est ça. Mais à part ça, très peu. Le Japon a toujours vécu, ça a toujours été un pays isolé. Donc déjà, rien que ça fait que son histoire est forcément très différente de la nôtre. Déjà. Et puis je trouve qu'il y a tellement de rebondissements, de trahisons, déjà rien que dans un seul et même pays, quoi. Donc il y a déjà tellement de choses à voir. Ils ont une histoire très très riche, alors que ils ont quasiment, pour ainsi dire, pas de voisins, quoi. Donc je trouve ça génial. Et puis notre histoire à nous, en tout cas de ce dont je me souviens, pardon. Nous, on a toujours eu un rapport au côté religieux qui est omniprésent dans toute notre histoire et qui influence pas mal notre histoire aussi. C'est ça aussi qui fait qu'il y a une différence entre nos deux histoires, quoi. Quel est ton yokai préféré? Ah bah au moins ça c'est clair et net. Mais c'est pas facile de répondre. Un yokai préféré? Bah déjà il faudrait que je les connaisse tous. Et il y en a quand même un sacré paquet, donc je suis loin de tous les connaître encore. Et t'as vu la taille du bouquin? J'ai pas tout lu, hein. Non, mais mon yokai préféré, je dirais plutôt un type de yokai. Alors dans ce cas-là, plutôt les animaux qui se transforment, genre les tanuki, par exemple. Voilà, je trouve c'est mignon les tanuki. Ou les renards, les kitsune. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de yokai préféré. Le jour où je les connaîtrai tous, je pourrais te répondre plus facilement. Question suivante. Eh ben, décidément, on y reste. Alors, et d'ailleurs, quel est le yokai le plus terrifiant selon toi? Alors là, même réponse que précédemment. Alors non, pas le tanuki, hein. Mais j'en sais rien, puisque pour l'instant, selon moi, j'ai pas vraiment trouvé encore pour l'instant de yokai. Parmi tous ceux que je connais, j'en ai pas trouvé qui soit particulièrement terrifiant.
Ah si, il y en avait un que j'ai croisé à Shikoku, enfin croisé, une effigie, hein, une statue bien sûr, qui était assez flippant dans sa description, mais je me souviens plus de son nom. Désolé, là je me rappelle plus du nom. Dans les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant, j'ai dû en voir, j'ai dû parler de grosso modo une vingtaine de yokai. Alors il y a la 3e vidéo qui arrive bientôt d'ailleurs sur les yokai. Non, pour l'instant j'en ai pas vu qui soit réellement terrifiant en fait. Donc à part celui que j'ai croisé, mais désolé, j'ai complètement oublié son nom. Question suivante. Ah ben on retourne dans l'histoire. Alors, l'image que l'on a des samouraïs est-elle vraie ou totalement déformée par les médias? Je suis pas sûr que les médias parlent souvent des samouraïs quand même. Ou alors tu parles du cinéma peut-être. Si c'est le cas, alors j'ai envie de te répondre un peu une réponse au normand, mais oui et non. Ce qui est, alors peut-être pas une déformation, mais ce qui est moins connu chez nous en Occident, c'est l'origine des samouraïs. Ça oui. Non, ça, j'en ai parlé dans les vidéos sur Heian. Donc voilà, je ne vais pas refaire le truc. Ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que le terme samouraï en lui-même, à la base, est dérivé d'un terme qui veut dire serviteur. Et donc on revient aux origines des samouraïs. Je rappelle que c'était donc justement les bushi sont des gens qui ont pris les armes pour leur seigneur, pour défendre un territoire, et ensuite qui sont devenus plus ou moins, ils ont été employés comme mercenaires, par la cour impériale. Ça, c'est des choses que l'on ignore en général en Occident. Après, je trouve pas que l'image du samouraï soit tellement déformée, mais encore une fois, hein, je sais que je me répète, mais je vais le redire à nouveau, je suis pas historien, donc il y a peut-être des choses que je n'ai pas encore vues, découvertes. Et d'ailleurs, à ce propos, ça me fait penser que il y a quelqu'un justement sur YouTube qui est assez connu, qui est, en l'occurrence Nota Bene, qui est justement en train de préparer un livre, un bouquin complet sur les samouraïs, et que je suis assez impatient de lire parce que voilà, là pour le coup, il bosse notamment avec Jean-François Souiri, donc qui est un expert, vraiment là pour le coup, un vrai historien sur la question, et d'autres, il n'y a pas que lui, mais il y en a d'autres, mais j'ai pas retenu les noms, désolé. Donc ils sont en train de préparer un gros projet là-dessus, donc il a fait un crowdfunding et tout ça. J'aurais bien aimé qu'ils viennent en parler un peu sur la chaîne. Ça aurait été cool. J'avais laissé un petit commentaire là-dessus, mais malheureusement, j'ai pas eu de réponse. Enfin, je lui fais confiance je leur fais confiance, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a toute l'équipe derrière, pour vraiment bien vulgariser le truc. Le jour où le bouquin sera sorti, je pense que j'en parlerai aussi sur la chaîne, d'ailleurs, on verra. Même question pour les ninjas. Bon, alors là, en l'occurrence, j'ai déjà répondu à cette question en vidéo. Je te mets la fiche ici. Il y a déjà une vidéo sur le sujet sur la chaîne, donc là pour le coup il y a plus de... Ouais, là pour le coup il y a des trucs qui sont déformés, clairement. Je te renvoie vers la vidéo. Allez, next. Peut-on avoir le lien vers ta vidéo favorite parmi toutes celles que tu as tournées? Oui, bien sûr. Toutes les vidéos sont sur la chaîne. Je vais mettre le lien bien sûr dans la description. Et j'ai aucune difficulté à choisir en l'occurrence, parce qu'il y en a une qui clairement pour moi se détache du lot, et qui malheureusement n'a pas reçu l'accueil que j'aurais bien espéré qu'elle reçoive. En l'occurrence, elle est sortie il y a maintenant presque 1 an. C'est le premier épisode, parce que pour l'instant il n'y en a qu'un, hélas, mais j'espère bien pouvoir en faire un deuxième avant la fin de l'année. C'est le premier épisode de Nihon Daijiken, donc les grandes affaires criminelles du Japon, en l'occurrence la vidéo que j'ai faite, la seule pour l'instant, donc sur le casse des 300 millions de yens de Fuchu. Alors pourquoi je choisis celle-là? Parce que tout simplement, parce que pour moi c'est un vrai documentaire, c'est mon premier vrai documentaire. 52 minutes, j'ai même pas fait exprès, mais bon, c'est comme ça. C'est celle qui m'a demandé le plus de boulot, que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes d'effets pour la vidéo. Il y a eu quand même pas mal de... Enfin voilà, mon ordi a bien morflé sur ce coup-là. Enfin, c'est la plus aboutie, clairement. Voilà. Et j'espère que les autres seront du même tonneau. La prochaine, comme je disais, je l'espère. J'espère que je vais tout faire pour qu'elle arrive d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mois, au moment des fêtes de fin d'année. Voilà. Et je ne sais pas encore trop sur quelle affaire ça va porter. En tout cas, sûrement pas Junko Furuta, l'affaire dont je parlais tout à l'heure.
Ça, je suis même pas sûr que j'oserais en parler un jour parce que ça passera pas sur YouTube, quoi, c'est clair. Je pense pas. Allez, suivant. As-tu une photo que tu as prise au Japon et que tu aimes particulièrement? Si oui, peut-on la voir? Alors, une photo, parmi toutes celles que j'ai prises, sachant que déjà rien que sur ce voyage, j'en ai fait à peu près 5000. Facile de choisir, là. Mais oui, il y en a une à laquelle je pense, effectivement. Une que j'aime particulièrement parce que j'aimais bien la lumière, en fait, de ce moment-là. C'est celle-ci. Donc ça a été pris en sortant du château de Hikone, qui fait partie donc des 12 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'était presque au crépuscule, donc le soleil se couche, on le voit hein, sur la photo. Je trouvais vraiment la lumière magnifique à ce moment-là, et en plus avec cette barque là qui passait dans les douves du château, ouais, j'ai trouvé cette photo vraiment, vraiment belle. Moi, j'adore celle-là. D'ailleurs, c'est bien simple, je me la suis mise en couverture de ma page perso Facebook, pas la page de Doc Japan, ma page à moi. Voilà. Donc ouais, c'est celle-là j'aime bien. Et il y en a d'autres, hein, mais celle-là, ouais, j'ai un petit faible pour celle-ci, effectivement. Question suivante. Alors, as-tu une œuvre de subculture, manga, jeu vidéo à conseiller si l'on veut mettre un premier pied dans l'histoire japonaise? Personnellement, j'ai lu Vagabond et j'ai joué à Ghost of Tsushima. Ah oui. Pour mettre un premier pied, je sais pas si c'est une bonne idée. Alors, il se trouve que je connais pas beaucoup d'œuvres de subculture liées à l'histoire du Japon. En manga, j'en connais qu'un pour l'instant. Simplement parce que je manque de temps pour lire et pour me documenter, mais j'en connais qu'un et c'est pas compliqué, il est juste là derrière moi. En l'occurrence, c'est ça. Alors il y a 8 tomes, c'est L'homme qui tua Nobunaga, tout simplement. Et devinez de quoi ça parle? De l'incident du Honnoji dont j'ai parlé tout à l'heure. Et oui. Et là, pour le coup, ce qui est bien, alors ce que j'ai particulièrement apprécié avec ce manga, c'est que son auteur, alors pas le dessinateur, mais l'auteur, c'est Akechi Kenzaburo. Akechi comme Akechi Mitsuhide, l'homme qui a trahi Nobunaga. Donc c'est pas un descendant direct, il explique d'ailleurs lui-même dans le bouquin, je sais plus à la fin ou au début, enfin je sais plus à quel moment, enfin ouais, à la fin il explique toujours des trucs, et il explique pourquoi il se considère comme un descendant, mais bien sûr pas un descendant direct de Mitsuhide, et en plus il est historien. Et donc, il a fait vraiment énormément de recherches et il essaye vraiment de savoir ce qui s'est réellement passé lors de l'incident du Honnoji. Et ça, en fait, ce manga, ben, c'est ni plus ni moins que sa version du Honnoji. Ce qui s'est passé selon lui. Alors, bien sûr, un peu romancé, tout ça, mais quand même, voilà, c'est quand même très très bien foutu. C'est super bien dessiné en plus. C'est un peu trash par moment, je préfère prévenir. À pas mettre entre toutes les mains quand même. Mais voilà, donc, mais sinon, mais c'est vraiment, c'est très très bien. Alors, pour un premier pied dans l'histoire du Japon, je sais pas si c'est le meilleur truc pour démarrer, mais en tout cas, on y met vraiment les pieds, les mains, tout ce que tu veux. Enfin voilà, on se plonge vraiment dedans. Il y a que 8 tomes, ça se lit très vite. J'ai dévoré ça, je sais même plus en combien de temps, une semaine ou deux, pas plus. Enfin voilà, c'est vraiment top. Donc ouais, je peux te conseiller celui-là. Et en termes de jeux vidéo, alors je n'y ai pas joué malheureusement, mais de ce que je sais, en tout cas de ce que j'ai pu lire ou voir sur YouTube, notamment sur les chaînes anglophones, je pense à Nobunaga's Ambition, qui est un jeu du style, alors si je me trompe pas, c'est un jeu de guerre un peu du style Age of Empires. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer pour l'instant. J'aimerais bien, si je trouve le temps à un moment donné, et si j'arrive à en trouver une version qui marche, parce que j'en avais téléchargé une version, mais le son marchait pas, donc voilà. Oui, je préfère toujours tester d'abord avec une version, vous voyez ce que je veux dire, avant d'acheter un jeu pour être sûr qu'il me plaise. Désolé, mais c'est comme ça. J'ai grandi avec les premiers pas d'Internet, moi, hein, Napster et compagnie. Désolé. Voilà. Donc oui, mais ça a l'air franchement pas mal. Ça a l'air franchement pas mal. C'est une série de jeux vidéo même.
Bon, faut aimer parce que ça a l'air assez compliqué en plus. Et j'aimerais bien un jour tester. Si j'en ai l'occasion, peut-être que j'en ferai une vidéo. Va savoir. On verra bien. Allez, on passe à la suite. Bon, alors pour la dernière question, vous voyez, comme vous pouvez le constater, je suis rejoint par un animal poilu. Ah, bon, je vous présente Nova, qui n'est pas le chat que vous voyez dans les vidéos, parce que lui, c'est pas, voilà, c'est un chat virtuel en fait. Voilà. Ah. Et voilà, donc, qui vient nous faire un petit coucou pour la dernière question, d'accord? Tu dis bonjour à la caméra? Non? Non, tu veux pas. Alors, la dernière question, du coup, tu vas y répondre? C'est quoi la différence? Alors, c'est quoi les différences majeures entre la vie de château japonaise et la vie de château française? Oh, punaise! En plus, elle n'est pas piquée des hannetons, celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Il va y avoir plein de bruit. Quand elle tape dans le micro comme ça va faire du bruit. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Bah oui. Alors, les différences entre la vie de château japonaise et la vie de château française. Alors là, honnêtement, c'est pas la question la plus facile, celle-là. C'est difficile de répondre. Déjà, qu'est-ce que tu appelles la vie de château? Parce que quand on dit la vie de château en français, ça fait référence au luxe, au bling-bling, enfin Versailles, quoi. Et c'est clair que là, on peut pas parler de ça pour la vie de château au Japon, ça c'est sûr. La vie dans les châteaux au Japon, c'est pas vraiment le même topo. Déjà, c'est pas les mêmes châteaux, premièrement, c'est pas le même type de construction, donc ça fonctionne pas de la même manière. Un château, les plus grands châteaux au Japon, c'était presque des villes en fait. C'était toute une citadelle, c'était toute une ville qui gravitait autour. Puis honnêtement, pour être tout à fait franc, je crois que je maîtrise pas suffisamment déjà l'histoire de France, premièrement. Ça remonte quand même à plus de 30 ans pour moi, largement. Donc j'ai peu de souvenirs vraiment de l'histoire de France. Donc la vie de château de l'époque, moi tout ce qui me vient en tête évidemment c'est Louis XIV, c'est Versailles et compagnie. Moi ce à quoi je pense quand je pense vie de château au Japon, en tout cas sur ces périodes-là, c'était plus la question du protocole, notamment. Les liens entre le seigneur et ses vassaux par exemple. Des choses comme ça qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce qu'on avait chez nous, quoi. Du coup, c'est très compliqué de répondre. Très franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, je vais devoir botter en touche pour la dernière, je suis désolé. Mais effectivement, là, il faudrait faire des recherches. Clairement, il faudrait que je fasse des recherches sur la question pour pouvoir vraiment te répondre correctement. Mais ça peut être un bon sujet de vidéo, pourquoi pas. T'as pas dans le micro, toi? Du coup, c'était la dernière question, il me semble bien. Oui, effectivement, je fais défiler le prompteur, mais oui, c'était la dernière question. Ok. Bon, écoutez, j'espère... Calme-toi un peu, toi. J'espère... Je vais taper dans le micro, ça va faire du bruit. Allez, arrête. J'espère avoir satisfait à toutes ces demandes. En tout cas, moi, j'ai trouvé que les questions étaient très intéressantes et surtout très pertinentes. Donc, c'était un vrai plaisir que de me prêter à ce petit jeu. Alors encore un grand merci à toi Marion, ainsi qu'à tes élèves, bien sûr. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaît et que vous continuerez à suivre les futures vidéos. Oui, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de répondre à tout ça, c'était super instructif, même pour moi d'ailleurs, j'ai appris plein de choses, donc ça c'est génial. Je suis sûre que mes élèves seront ravis. Merci énormément et voilà, au revoir. Et pour finir, petit rappel, parce que la date est très proche, c'est ce week-end, en tout cas si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie. Si vous êtes sur Lyon ou dans les environs, ou si vous envisagez d'y passer ce week-end 2 et 3 décembre, donc je serai au salon Japan Touch à Eurexpo. Au programme, en ce qui me concerne, il y aura une expo photo du voyage au Japon que j'ai fait cette année, avec notamment, entre autres, la photo que vous avez vue tout à l'heure, mais également une table ronde sur le thème « Préparer son voyage au Japon », en compagnie d'autres intervenants et de passionnés. Et puis en prime, pour celles et ceux qui seront présents le samedi, vous aurez, donc demain en l'occurrence, vous aurez la possibilité de découvrir une nouvelle vidéo en avant-première, et en l'occurrence, un nouvel épisode, l'épisode 4 de Doc in Japan, la série de vidéos sur mon voyage au Japon, justement. Donc, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou, je serai ravi de vous rencontrer.
Et d'ici là, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est toujours très important pour montrer à YouTube qu'il peut lui donner davantage de visibilité. Pareil pour les commentaires, évidemment. Et plus il y a d'interactions, mieux c'est. Et puis pensez bien à vous abonner et activer la cloche si jamais ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Hein? C'est Nova qui vous le demande. Hein? Bah oui, hein, oui, t'as raison. Bah oui, bien sûr, ils doivent s'abonner. Bah oui, il faut liker. Bah oui. Hein? Tu donnes un like, hein, avec la papate. Voilà. Faites comme elle, likez la vidéo. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez d'aimer le Japon. Matane! Miaou! Tu dis au revoir?